Alors bonjour, bienvenue à ce webinaire sur la conciliation études, travail et vie personnelle, mission possible. Je me présente, Marie-Ève Landry, psychologue du soutien à l'apprentissage du Centre étudiant de soutien à la réussite. Je me présente, je suis Mylène Hazel, psychologue également au Centre étudiant de soutien à la réussite. Alors voilà, donc on est effectivement toutes les deux du soutien à l'apprentissage et on va vous entretenir aujourd'hui sur la conciliation. On va commencer d'abord à vous présenter un petit peu le déroulement de ce webinaire. Donc, avant toutefois d'entamer la structure, veuillez noter que le webinaire dure environ 50 à 60 minutes et qu'il y aura une période de clavardage à la fin qui est prévue. Donc, vous pourrez nous poser ces questions-là, vos questions dans le fond, à ce moment-là. Mais sachez que vous pouvez toujours nous poser des questions en cours de webinaire. Il y a des personnes qui sont derrière leur poste et derrière leur écran et qui sont présentes pour répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas de poser vos questions également en cours de route. Mais il y a une période à la fin. Alors, on va passer justement à la structure comme telle de l'atelier. Donc, on va vous présenter les objectifs qu'on cherche à atteindre à l'intérieur de ce webinaire. On va regarder aussi une petite mise en contexte par rapport à la conciliation, ce qu'il faut savoir dans le fond quand on parle de conciliation, là, surtout chez les étudiants. Donc, on va ensuite aborder le potentiel d'énergie, donc comment ça fonctionne au niveau de notre énergie, qui est un élément fondamental dans notre capacité à concilier plusieurs sphères de vie à la fois. On va vous montrer également un outil en ligne qui va vous permettre de vous auto-observer aussi au niveau de votre équilibre de vie pour voir comment vous distribuez votre temps dans les différentes sphères de votre vie. Et on aura ensuite des stratégies concrètes à vous proposer et qui seront proposées selon le point de vue de 3 étudiants qu'on a interviewés. Donc, vous les verrez plus vers la fin du webinaire. Et on va bien évidemment nous vous donner des petites suggestions également à titre de professionnels qui travaillons souvent avec les étudiants. Alors, pour commencer, au niveau des objectifs, donc l'idée, c'était en fait que vous ayez une meilleure compréhension des enjeux relatifs à la conciliation en fonction vraiment de votre profil d'étudiant. Donc, on va les voir tout à l'heure, les profils d'étudiants. Donc, il y a quand même une variabilité chez la population étudiante. C'est de comprendre aussi les mécanismes sous-jacents derrière le fonctionnement de l'énergie. Donc, ça, c'est important aussi à savoir. Et ensuite, d'identifier de nouvelles stratégies qui soient mieux adaptées, dans le fond, à votre réalité d'étudiant. Donc, vous pourrez peut-être valider, peut-être vous faites déjà certaines choses qui sont efficaces, mais l'idée, c'est peut-être de trouver peut-être 2 ou 3 stratégies de plus qui permettraient de mieux concilier les différentes sphères de vie. Donc, quand on regarde au niveau de la conciliation, ce qui est important de savoir, il semble que le travail en parallèle aux études, ça ne constitue pas effectivement un frein donc, aux études. Puis, c'est une valeur qui est importante aux yeux de nombreux étudiants. Donc, ce n'est pas un frein à condition, toutefois, de ne pas dépasser à peu près 20 heures par semaine si on est un étudiant à temps plein. Mais il faut faire attention parce que ça dépend aussi dans quel programme on est inscrit. Donc, il y a des programmes qui s'adaptent mieux vraiment à un travail en parallèle de 15 à 20 heures, alors que d'autres programmes, de la façon qu'ils sont structurés, ne permettent pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, il faut étudier soit à temps plein et il y a des exigences un peu plus élevées, il y a une charge de cours plus importante. Alors, ça ne sera peut-être pas possible pour vous de travailler en parallèle 20 heures par semaine, voire ça ne sera pas possible du tout. Alors, il faut vraiment avoir en tête que ça dépend vraiment de notre programme dans lequel on est inscrit. Il y a une diversité, je vous disais tout à l'heure, au niveau de la population étudiante qui se divise en 4 types de profils qui sont des étudiants. Donc, on dit qu'ils ont un profil plus traditionnel aux études, c'est-à-dire qu'ils sont étudiants à temps plein. Ils donnent vraiment tout le temps à la sphère scolaire ou une grosse partie de leur temps à la sphère scolaire et ils travaillent en parallèle quelques heures. Donc, ça, c'est l'étudiant qui a un lien dit traditionnel avec les études. Et il y a tous les autres qui sont, dans le fond, dans le domaine plus non traditionnel, qui sont des gens qui travaillent à temps plein
et qui étudient à temps partiel. On peut penser aux étudiants de la Faculté d'éducation permanente, par exemple. Ce sont des bons exemples d'étudiants qui fréquentent la FEP. On a les étudiants aussi qui font un retour aux études après plusieurs années d'interruption parce qu'ils ont fait un autre emploi, il y avait une autre carrière et ils ont décidé de se réorienter et de revenir à l'université. Donc, à ce moment-là, ça sera effectivement un autre type de profil d'étudiant. On a les étudiants, bien sûr, qui sont parents et qui peuvent aussi se retrouver dans les 3 autres profils, dans le fond. Donc, il y a des étudiants qui aussi poursuivent des études tout en ayant des enfants, ce qui représente des enjeux aussi différents au niveau de la conciliation. Donc, plusieurs universités dans l'ensemble du Québec tentent de s'adapter aux différents types de ces étudiants-là, notamment par les différentes offres de formation qu'ils vont donner. On pense entre autres à la Faculté d'éducation permanente qui offre des cours de soir, qui a des cours de fin de semaine. Certains, aussi au niveau des études supérieures, vont permettre à des professionnels de poursuivre des doctorats, par exemple, ou maîtrises professionnelles, tout en travaillant comme professionnels. Donc, les universités tentent effectivement de mettre en place différentes stratégies, notamment aussi par la délocalisation, c'est-à-dire que des campus hors le campus principal. Donc, juste pour vous donner une petite idée, on comptait effectivement 200 lieux là, en 2010, 200 lieux de délocalisation pour les 18 universités québécoises. Donc, ce qui montre qu'effectivement, les universités essaient de donner accès le plus possible là, aux études, aux différents types de clientèle. Bien entendu, même si au niveau de l'université, on essaie de faire des initiatives pour favoriser le maintien et le retour aux études, il va sans dire que quand on concilie plusieurs sphères, c'est difficile. Et comme individu, bien, il y a la responsabilité personnelle qu'on a par rapport à ses propres capacités et sa capacité aussi à bien concilier et chercher à maintenir là-dedans un certain équilibre. Donc, c'est important de considérer que, comme individu ou comme étudiant, vous avez quand même une part, effectivement, importante de responsabilité à ce niveau-là. Donc, on va passer maintenant plus au fonctionnement de l'énergie comme tel. Mylène, ma collègue Mylène, va nous en parler un petit peu plus de cet aspect-là qui est le moteur, effectivement, d'une bonne conciliation. Alors, ben oui, effectivement, la question de l'énergie, elle est quand même assez centrale. Donc, c'est vraiment le temps, là, maintenant, on va être dans une autre phase du webinaire où on va aborder différentes stratégies là, pour optimiser son fonctionnement quand on est dans un contexte de conciliation. Alors, pour ce qui est de l'énergie. Je pense qu'intuitivement, vous avez probablement tous un téléphone cellulaire. Vous avez sûrement aussi tous développé des stratégies qui visent un petit peu à maintenir le fonctionnement de votre cellulaire. On veut éviter de décharger complètement la batterie parce que, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'a plus accès aux fonctionnalités de notre téléphone. Donc, on veut essayer justement d'anticiper une décharge complète. Donc, c'est un petit peu la même chose qu'on doit faire en ce qui nous concerne. Donc, on sait, par exemple, qu'il y a certaines activités qui vont gruger un petit peu plus de notre batterie, puis au contraire, on sait qu'il y a des activités qui vont nous redonner de l'énergie. Alors, l'important, je pense que c'est de se questionner, de connaître, en fait, les activités qui vont nous aider à maintenir un bon niveau d'énergie, un niveau qui va être convenable. C'est certain qu'un certain niveau de fatigue est possible également. On arrive quand même à fonctionner en étant fatigué, mais il y a quand même certaines tâches, des tâches peut-être plus intellectuelles, qui demandent un effort mental soutenu, qui nécessitent quand même un bon niveau d'énergie. Dans ces cas, si on en manque, c'est même bon de faire une pause ou du moins de piger dans notre liste là, d'activités qui nous permettent de nous recharger. Donc, je vais vous proposer peut-être quelques activités qui peuvent vous aider à gérer ce niveau-là d'énergie. Par exemple, dans ce qui vous retire de l'énergie. Bon, il y a plusieurs exemples. Je parlais du travail intellectuel. C'est certain que ça enlève une bonne dose d'énergie. Pour ce qui est, par exemple, des parents, Marie-Ève a parlé tout à l'heure des étudiants parents, on sait que la charge mentale que représente la gestion familiale, donc non seulement les tâches relatives à l'éducation des enfants, l'organisation et tout ça, mais c'est aussi
surtout d'avoir à planifier, à anticiper les tâches à faire qui semblent prendre beaucoup d'énergie. Donc, également, les tâches qui sont un peu plus monotones, on sait, je pense que ça arrive à tout le monde lorsqu'on fait de longues heures de conduite sur l'autoroute. S'il n'y a pas grand-chose dans le paysage, si c'est une expérience monotone, on a tendance à se fatiguer vraiment plus rapidement. Également, toutes les tâches qui représentent peut-être un niveau d'intérêt un peu moindre pour nous. Il y a évidemment, je pense qu'on peut tous se l'imaginer, quand on est plus stressé, quand on rumine, quand on a un problème à résoudre, bien sûr, ça draine l'énergie, ça nuit à nos réserves mentales, ça peut donner des maux de tête également, les écrans de téléphone, de télé, d'ordinateur également. Donc, bien les connaître pour essayer de doser ces activités-là ou essayer de justement ajouter des activités qui vont nous recharger lorsqu'on a trop fait d'activités qui nous déchargent. Pour ce qui est des activités qui nous aident à nous recharger, bien sûr, il y a le sommeil. Évidemment, donc on va essayer de veiller à avoir une bonne hygiène de sommeil, à connaître notre durée optimale de sommeil, c'est important. Mais c'est pas toujours juste le sommeil, On le sait que quelquefois, quand on est très fatigué, de s'étendre, d'aller se coucher, ça peut des fois nous faire entrer dans un cercle vicieux où on reste dans un état un petit peu plus léthargique, un peu plus las. Donc, c'est intéressant de varier les activités qui nous rechargent. Donc, on sait par exemple que des activités qui nous font du bien, qui nous amènent du plaisir. Par exemple, de voir nos amis pour certaines personnes, surtout pour les personnes extraverties, on sait que ça redonne de l'énergie. L'activité physique également, on le sait que ça peut vraiment nous redonner un second souffle quand on est fatigué. Mais bien entendu, vous l'avez vu, là, il y a des activités qui, des fois, enlèvent de l'énergie, mais en redonnent aussi. Donc, c'est souvent celles qu'on va faire à reculons. Mais donc on est finalement assez content d'avoir fait parce qu'il y a eu un petit retour d'ascenseur qui est assez intéressant. Donc, important de diversifier ces activités-là. Maintenant, on va parler de la question, je pense, qui est un autre élément clé, la question des priorités. Vous allez voir tout à l'heure, les étudiants en parlent énormément. C'est vraiment central. C'est important de développer sa réflexion personnelle à cet égard-là. Étant donné que nos ressources personnelles, donc notre quantité d'énergie, nos réserves affectives aussi, notre temps, ce sont tous des ressources qui sont limitées. Alors, ça va nous amener finalement, quand on jongle avec plusieurs sphères, à devoir peut-être rétrécir un petit peu la portion de temps ou le niveau d'investissement qu'on va consacrer à chacune d'elles. Donc, forcément, si on veut accorder un peu plus de temps à l'étude, si on est parent, bien là, il va falloir couper ailleurs aussi. Donc, peut-être dans un temps de repos ou un temps où un temps de loisir, par exemple. Donc, l'important, ça va être de réfléchir au bon dosage. Et puis, ce dosage-là, il est très subjectif, il est très personnel. Donc, c'est certain qu'on veut essayer de maintenir le meilleur équilibre pour soi. Et puis, pour ce faire, bien, c'est important que ce dosage-là reflète bien la nature un petit peu de nos intérêts, de ce qui compte pour nous, de nos valeurs personnelles aussi, de nos besoins, de nos capacités, de notre contexte de vie également. Donc, c'est vraiment une réflexion en profondeur qui est importante de faire parce que ça va être la meilleure façon d'ajuster ses attentes, la meilleure façon également de réajuster ses critères de performance. Donc, si on est vraiment au clair avec nos priorités, bien, il va être plus facile de renoncer peut-être à la recherche de performance à tout prix ou du moins à nos standards de performance habituels parce que finalement, l'important sera toujours préservé. Alors, comme je le disais, c'est vraiment une réflexion personnelle à faire. Les niveaux de priorité ou les rangs de priorité sont vraiment propres à chacun selon ses étapes de vie, selon ses besoins. Donc, ça va varier là, si vous conciliez avec un emploi, si vous conciliez avec une famille ou des activités d'implication sociale. Ça va varier en fonction de peut-être votre état de santé, votre niveau de stress. Si vous êtes quelqu'un qui est anxieux de nature, bien, peut-être que vous aurez avantage à intégrer un petit peu plus de temps dans vos activités de détente ou d'activité physique pour maintenir votre équilibre. Donc, vraiment, on veut vous sensibiliser
sensibiliser à cet aspect-là. Et puis, on vous propose un petit peu un outil qui peut être intéressant parce que c'est difficile des fois d'objectiver clairement la quantité d'investissement ou de temps qu'on va accorder aux différentes sphères. Donc, on a ici un outil. Alors, vous pouvez voir l'adresse du site Internet dans le haut de l'écran. C'est vraiment un outil interactif qui va vous permettre de calculer de manière assez automatisée le temps là, que vous consacrez, la proportion de temps que vous consacrez à différentes sphères. Donc, vous pouvez paramétrer ces éléments-là, rentrer le nombre d'heures et puis vous avez à la suite de ça un bilan qui vous visualise en quelque sorte le niveau d'investissement. Donc, ça peut vous permettre de voir si ça reflète vraiment l'idée que vous vous faites de votre équilibre à vous. Et puis, bien, vous pouvez prendre le temps de réfléchir peut-être à des moyens de réajuster le tir. Alors, on va de toute façon y revenir, vous allez voir tout à l'heure sur la question des priorités, mais je pense que ça va être le bon moment peut-être pour faire intervenir nos étudiants invités. Alors, vous allez voir, ces 3 étudiants qui ont chacun leur réalité, qui ont chacun trouvé leur stratégie pour bien fonctionner. Donc, c'est important d'avoir peut-être plusieurs profils. Ça va vous donner des idées. Peut-être que ça va vous inspirer également. Alors, on va d'abord écouter nos 3 étudiants se présenter et puis mentionner leurs principal défi. Je m'appelle Claire, je suis étudiante en première année au baccalauréat en sciences politiques. À côté de ça, j'ai un travail, je travaille pour l'université, je suis ambassadrice des services des étudiants. Et puis, je fais aussi du bénévolat qui me prend pas mal de temps par semaine. Je dirais que mon principal défi, en général, c'est d'arriver à faire tout ce que j'ai à faire, c'est-à-dire dans la sphère du travail, dans la sphère de mon bénévolat et dans la sphère des études, sans rien oublier, sans rien bâcler. On va tout faire bien et donc dans des laps de temps limités parfois. Je m'appelle Sébastien Lastou, j'ai 34 ans. Je suis étudiant à temps partiel à la FEP, en train de compléter un baccalauréat par cumul de certificats. Je travaille à temps plein comme cadre d'entreprise depuis bientôt 13 ans. J'ai 2 jeunes enfants qui sont âgés de 3 ans et de 8 mois. Mon principal défi, c'est d'être là présent pour les enfants, d'être présent aussi dans ma vie personnelle, de ne pas laisser tomber les gens. Je m'appelle Paula Espinoza, j'ai 25 ans. Je suis éducatrice au Centre jeunesse de Montréal. Je suis également étudiante au baccalauréat en droit à l'Université de Montréal et j'ai 4 enfants. Dans la conciliation famille-études, le principal défi, c'est faire face à l'imprévu. En fait, ça doit même faire partie de ton organisation, la façon que tu prévois organiser ton temps, te dire, OK, si jamais mon enfant est malade, je dois me rendre à l'hôpital, mon mari ne peut pas m'appuyer pour quelconque raison, comment je vais faire pour récupérer ce temps d'études-là? OK, donc, comme on a pu le voir, on a 3 étudiants, en fait, qui ont différents défis. Puis, on va prendre un petit moment pour écouter ce qu'ils ont à dire sur les diverses stratégies qu'ils ont trouvées. Et ces stratégies-là, on peut peut-être les classer en 6 grands thèmes. Donc, il y aura d'abord la question des motivations. En quoi la motivation peut nous aider dans des périodes de découragement, par exemple. Comment le fait d'accorder du sens à notre projet d'études peut nous aider à avancer, à se battre, puis à conjuguer là, même avec nos différentes sphères, même dans l'adversité, dans la difficulté. Pour ce qui est de la gestion du temps, c'est un autre aspect bien important. On va revenir aussi sur la question des priorités. Ensuite, les étudiants vont aussi nous parler de leur stratégie pour maintenir leur hygiène de vie. On peut penser au sommeil, à l'activité physique et d'autres aspects également. Enfin, les étudiants vont aussi parler de leur façon de prendre soin d'eux. Comment s'accorder du temps, s'autoriser à se donner des pauses. Donc, prendre soin d'eux parce que c'est pas toujours facile. Donc, les étudiants usent bien de cette stratégie-là. Puis, ils vont parler aussi de leur capacité parfois à lâcher prise, à renoncer à la perfection, puis accepter leur réalité. Puis, enfin, les étudiants vont aussi parler de leurs signes de fatigue. Donc, comment est-ce qu'ils font pour ne pas s'épuiser, pas aller trop loin, puis respecter un petit peu leurs limites. Tout d'abord, donc, on va les entendre sur la question de la motivation. En fait, j'ai passé longtemps dans ma vie quand même à faire des études qui ne me plaisaient pas vraiment. Mais ça ne peut pas réussir parce que pour réussir ces études, même si on est très bon, même si on est très doué, eh bien, il faut aimer ce qu'on fait.
On peut être bon en maths, mais pas aimer les maths. Et bien, dans ce cas, on ne sera pas le meilleur dans ses études. Je pense que ce qui compte le plus dans un projet d'études, c'est la volonté plus que les capacités. Sur le long terme, je dirais que mon projet d'études, c'est ce qui va construire mon avenir, c'est ce qui va me permettre d'avoir un emploi qui me plaît, d'avoir une vie épanouie d'une certaine manière. Puis plus dans le présent, ça apporte une stimulation intellectuelle. Pour avoir vécu un moment où mes études ne me plaisaient pas, je veux dire que ça fait vraiment une énorme différence. Par exemple, pendant les intras ou en fin de session, quand on doit travailler énormément, quand des fois c'est vraiment dur, on passe des nuits à quasiment pas dormir, des examens où on pense qu'on a tout raté, même on fait des cours qui nous intéressent moins. Et il y a quand même une motivation derrière, on se dit ce programme il me plaît, j'ai envie de le poursuivre, j'ai envie de travailler là-dedans dans ma vie, mes lectures, même s'il y a un moment ça m'énerve, en général elle m'intéresse. Et puis même en faisant ma dernière lecture avant un examen qui est à 8h30 et que je la fais la veille à 3h du matin, je trouve ça intéressant. Fait que c'est quand même quelque chose de clé, faire quelque chose qui s'intéresse, faire ses études pour soi-même, pas faire ses études pour ses parents ou pour faire plaisir à quelqu'un ou parce qu'on aura un bon salaire si on fait ces études-là. C'est de progresser au sein de l'entreprise, peut-être pour une réorientation. C'est déjà arrivé que la motivation était plus difficile à atteindre, mais il a fallu que je compartimente tout simplement, que je prenne des bouchées plus petites bouchées tout simplement, de ne pas voir le sens large, d'y aller vraiment au sens étroit de chacun des cours. C'est que j'avais 2 cours plus 40 heures par semaine de travail, plus ma conjointe enceinte, et on avait déjà un enfant. Qu'est-ce qui m'aide à retrouver ma motivation lorsque je suis découragée? C'est de penser à l'objectif à long terme. C'est sûr que parfois, à court terme, je pourrais me dire « Ah, ça serait mieux que j'abandonne maintenant et puis je reste avec mes enfants à la maison. » Mais je me dis qu'à long terme, je vais leur montrer un meilleur exemple en disant qu'il n'y a pas d'excuse pour abandonner. Qu'est-ce qui m'aide à moi à passer au travers, c'est regarder déjà tout le chemin que j'ai parcouru. Avoir un enfant à l'adolescence et tous les défis que ça peut apporter, la précarité financière. Maintenant, je suis rendue à un point où je peux simplement pas abandonner. J'ai déjà fait tellement de sacrifices et d'efforts qu'il faut juste continuer. Donc, on peut effectivement constater qu'à travers les témoignages de nos 3 étudiants, on semble en fait voir qu'ils ont bien identifié leur motif d'action au départ. Donc ça, c'est un élément important au niveau de la motivation, de savoir vraiment, réellement, clairement, qu'est-ce que on a de besoin, qu'est-ce qu'on veut à travers ce projet d'études-là. On voit aussi que, notamment Claire nous a dit que c'est important d'être intéressé. Donc l'intérêt qu'on a pour le programme, le domaine d'études. Donc ça, c'est important. Puis l'intérêt aussi va être important dans le sens qu'il va nous permettre de gérer les inconvénients qui viennent parfois, des fois, avec certains choix qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment un élément important qui va nous aider à préserver notre énergie. Donc l'intérêt qu'on a pour les choses, ça va nous faire accepter plus facilement les petits inconvénients autour. Donc, on peut penser aussi que l'intérêt va également contribuer à augmenter davantage aussi nos compétences. Donc, ça, c'est un élément important. C'est pas parce que, comme Claire, je pense, le disait, que c'est pas nécessairement important d'aller vers ce quoi on est habile, mais plus vers vers ce qui nous intéresse vraiment réellement. Ensuite, on parle de s'autoriser à faire un changement en cours de route. Comme par exemple, Claire a fait un changement de programme parce qu'elle n'aimait pas ça. Donc, elle s'est donné la permission de revoir son projet d'études et de se réorienter vers d'autres choses. Sébastien aussi, lui, il a revu ses priorités. Il a été capable de voir quand il est débordé et qu'il perd un peu sa motivation, là, il se refocus, dans le fond, sur une sphère qui est essentielle pour lui et il repriorise les autres et dose un petit peu son investissement dans d'autres sphères. Donc, il y a une forme d'autorisation qu'on se donne là-dedans. Et bien sûr, Paula nous parle de la cohérence beaucoup entre ses valeurs et ses études, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est dans le découragement, c'est sûr qu'elle va se re-questionner sur qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a parcouru comme trajet, comme parcours, quelles ont été ses réussites antérieures. Et puis ensuite, OK, elle se dit que c'est trop
effectivement trop difficile de lâcher parce qu'elle a tellement fait, elle a tellement investi que ça ne vaut pas la peine, hein, ça vaut la peine de continuer dans le fond. Hein. Donc, ceci étant dit, ça correspond, pour elle, à ses valeurs, comme on peut voir. Il reste que, bon, vous, si vous décidez peut-être de changer ou de vous réorienter par rapport au fait que vous aviez bien investi, mais que finalement, ça ne vous correspond pas, c'est bien aussi. Mais c'est de vous assurer que ça correspond, ou votre décision correspond vraiment à vos valeurs et à ce qui est important pour vous. Alors maintenant, on va écouter nos 3 étudiants qui vont nous parler de ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils utilisent comme stratégie pour gérer le temps et maintenir une bonne hygiène de vie. Je dirais que moi, ce qui a changé ma vie, entre guillemets, là, dans la conciliation entre mes études, mon travail et mon bénévolat, c'est de prioriser mes tâches. C'est-à-dire que quand j'ai un millier de choses à faire, il faut les classer par ordre d'urgence et d'importance. Et quand je fais la chose numéro 1, je ne pense pas à la chose numéro 2 et que je suis en retard de la faire. Je fais la chose numéro 1 et puis c'est tout. Puis ensuite, je l'ai fini, je recommencerai à stresser pour la chose numéro 2 et pas pour la chose numéro 3. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne. Parce que en fait, j'ai besoin d'être à fond dans ce que je fais à chaque fois que je fais quelque chose. Et ça peut pas marcher autrement, je pense. J'ai tout vraiment dans mon agenda. Mon agenda de session, on va dire, tous mes travaux à rendre, mes examens dans mes tâches sur Outlook. Et puis c'est pas mal parce qu'on a tous ça à l'UDM, fait que c'est pratique comme outil. De la manière qu'on a procédé pour justement la gestion du temps, c'est que j'ai choisi d'y aller seulement une journée à l'université, donc de concorder 2 cours qui se suivaient. J'ai choisi de prendre une entente interuniversitaire avec le TELUC pour prendre un cours à distance ainsi qu'un cours magistral. Donc, comme ça, je peux être à la maison. Ce qui est bien aussi, c'est tous les logiciels de rédaction ou de partage de fichiers qu'on peut utiliser tout simplement lorsqu'on fait des travaux d'équipe. Ce qui m'aide à m'organiser, c'est d'en faire un petit peu à tous les jours. Il ne serait pas réaliste, je crois, en tant que mère de 4 enfants, de se dire je vais me prendre une journée entière pour étudier, c'est juste ça que je fais. Je pense qu'il est plus réaliste de prendre des petits moments par journée. Je pense que pour survivre aux études en étant parent, il faut apprendre à déléguer. Par exemple, mes notes de cours, j'ai pas besoin de moi y aller à l'impression, les faire imprimer. Je peux demander à ma belle-sœur, à mon mari d'y aller. Tout le matériel scolaire, c'est pas moi-même qui me l'achète. Je fais une liste, mon mari y va pour moi. Le souper, demander à l'entourage de le préparer, surtout en période d'examen, c'est une bonne heure de perdu d'études durant une journée. Donc il y a plein de petites tâches comme ça qu'il vaut mieux déléguer. Je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, même quand on a une vie super chargée, c'est que ce qu'on fait, on le fait pour nous. Mes études, je les fais pour moi. Mon travail, je le fais pour moi. Mon bénévolat, je le fais pour moi. Et si ça me nuit, je le fais pas pour moi. Ça veut dire que la priorité, même en fin de session, quand c'est le rush total, que j'ai 40 000 trucs à faire, je pense que des fois c'est important de prendre une pause. Je sais pas, de prendre une soirée, ça dépend, il y a des gens qui préfèrent se retrouver tout seuls ou alors aller manger avec des amis, boire un verre. C'était important de prendre une pause et de pas se dire pendant tout le temps où on l'apprend, oh là là, je devrais être en train d'étudier maintenant. Garder du temps pour soi, ne pas arrêter de faire les choses qui sont importantes pour nous, garder du temps de qualité avec les gens qui sont importants. J'essaie d'aller courir, je vous dirais que la course à pied, là c'est sûr que j'ai laissé de côté avec la naissance du deuxième enfant, c'est un peu plus difficile, lorsque les enfants sont à la garderie, de prendre un peu de temps pour soi, d'aller courir, d'aller à la salle d'entraînement, de s'entraîner, de ne pas se laisser démotiver dans cette charge de travail-là qui est excédentaire avec la famille, les études. Devenir parent, ça change ton horaire et ta façon de vivre, mais devenir étudiant aussi, je pense que c'est 2 rôles qu'à la base, on dort moins. Donc, être parent, étudiant, on dort encore moins. Il faut y être préparé dès qu'on s'embarque aux études, d'après moi. Je sais que je ne peux pas prétendre d'avoir 12 heures de sommeil, mais je prends le sommeil quand j'en ai l'opportunité. Quand on commence à trouver ça difficile, il faut aller chercher de l'aide. Moi, ça m'aide beaucoup de demander à mon mari de faire des tâches que moi je ferais normalement, surtout en période d'examen. Quand la situation financière était plus difficile, c'est connaître les banques alimentaires, les haltes garderies,
avoir un réseau qui peut garder mes enfants lorsqu'il me manque de temps. C'est mes belles-sœurs, nos parents, même des amis. Aussi un réseau pour pouvoir s'échapper de nos tâches quotidiennes. Donc, alors, on a eu différentes stratégies qui ont été proposées par les étudiants. On va peut-être revoir ce qu'ils ont pensé faire habituellement pour gérer ou maintenir une bonne hygiène de vie. Bien sûr, il y a le fait de veiller à maintenir une bonne forme physique, donc un bon niveau d'énergie au final. On revient à notre question de la gestion ou la conservation de notre niveau d'énergie. C'est certain que pour certaines personnes, par exemple des étudiants parents, il faut s'attendre à ce qu'il y ait déjà une carence en termes d'énergie. Ça ne peut pas faire autrement. Et puis, on voit quand même que l'acceptation de cette carence-là de départ paraît aidante pour nos étudiants. On voit par exemple Paula qui vit très bien avec ce fait-là, qui s'est fait à l'idée d'une certaine façon, mais malgré, ceci étant dit, c'est quand même important, puis on voit qu'elle veille bien à le faire, de conserver quand même les petits gestes au quotidien pour récupérer à travers des petits moments de pause ou des siestes, d'essayer de profiter de toutes les opportunités finalement pour recharger un petit peu les batteries avant qu'il ne soit trop tard finalement. Donc, ça, c'est très important de veiller à ces signaux, voir là, à un moment donné, quand le cerveau ne fonctionne plus adéquatement, on s'arrête, on s'autorise la pause ou la sieste et puis on reprend un petit peu plus tard. L'activité physique aussi qui a été mentionnée, principalement par Sébastien, ça peut être très, très intéressant de veiller peut-être à maintenir une activité régulière, mais d'une certaine façon, on va peut-être changer nos critères. Si on était quelqu'un de très performant, de très compétitif, peut-être qu'on va préférer choisir une pratique qui va être plus centrée sur la détente ou le plaisir. De la même façon, je pense qu'on a entendu Claire aussi nous dire que oui, l'activité physique, le repos, mais également d'autres activités peuvent nous amener plus d'énergie. Donc, c'est très diversifié selon les personnes. On l'entendait parler d'aller voir ses amis, de sortir. Donc, vraiment propre à chacun, encore une fois, d'identifier ce qui nous redonne de l'énergie. Enfin, la question de la détente a plus peut-être été nommée en termes de sieste, de repos, mais ça peut être intéressant aussi d'explorer les autres façons de se détendre, puis surtout d'essayer de rester un petit peu le plus éloigné possible des écrans qui prennent déjà beaucoup de place et qui peuvent drainer quand même pas mal d'énergie. Pour ce qui est de la gestion du temps, alors, je pense que la gestion des priorités est revenue de manière systématique à travers les témoignages. Donc, c'est vraiment important, en fait, de veiller, de se réajuster au fur et à mesure de la session. Il y a toujours des réajustements à faire. Quelquefois, il faut faire des changements, il faut parler au patron, à son employeur, par exemple, pour réajuster, pour redonner un peu plus de poids à l'étude, par exemple. Mais ça, c'est quelque chose qui est revenu. Maintenant, planifier un petit peu plus, en fait, plutôt délimiter ses sphères de vie. Donc, quand on planifie, on entendait très bien Paula expliquer cela, quand on planifie un moment d'étude, on est dans l'étude à 100 %. Quand on est avec les enfants, on est disponible à 100 % avec les enfants. Donc, c'est une manière de délimiter les sphères, délimiter nos rôles pour éviter de transporter, que ce soit la charge de stress à travers toute la journée, se donner des moments un peu de répit, mais également éviter l'empiètement. Ça permet aussi d'avoir une meilleure efficacité, une meilleure productivité. Donc, c'est absolument recommandé. Apprendre à déléguer aussi. Ça a été nommé, donc déléguer, que ce soit au travail, renoncer à prendre en charge un projet qui va prendre un petit peu trop de temps, déléguer des tâches familiales aux conjoints, demander à des amis de nous faire des services ou peut-être aussi conscientiser les autres à nos besoins. Quelquefois, ça peut être de parler à notre employeur ou faire des demandes spéciales, des demandes d'accommodements spéciaux à notre enseignant. Donc, conscientiser les autres à notre réalité qui est plus difficile dans le moment.
Se laisser une marge de manœuvre aussi, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été nommé, surtout là, dans le cas de Paula, qui a des enfants. On sait qu'il y a beaucoup d'imprévus qui vont se présenter. Alors, essayer de travailler le plus possible à l'avance, ça nous permet d'avoir cette marge-là de sécurité en cas d'imprévus, de problèmes de santé. On a aussi parlé des outils techno. On a entendu parler, les étudiants, là, au sujet, que ce soit des plateformes d'échange de documents. Alors, ça permet d'éviter d'avoir à se présenter physiquement à une réunion de travail d'équipe, par exemple, d'explorer aussi les plateformes de gestion de temps. Mais de la même façon, c'est tout à fait correct aussi de préférer l'agenda papier classique pour bien planifier sa session. Donc, effectivement, on y revient quand même à avoir des bonnes habitudes de planification, là, c'est-à-dire avoir lu toutes les exigences pour la session, nos dates d'examen, les dates de remise, et puis les avoir bien conservées pour pouvoir anticiper et bien répartir la charge de travail sur la session. Donc, bien sûr, maintenant, ce qu'on va faire, c'est de revoir nos étudiants un petit peu. Ils vont maintenant nous parler de leur façon de prendre soin d'eux et puis également de lâcher prise quelquefois sur les aspects un petit peu plus hors de contrôle dans leur situation. Ça ne sert à rien de se surcharger en stressant sur des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. C'est-à-dire que, mettons quand je suis en retard quelque part, je suis en retard, ça me stresse parce que je suis partie en retard, donc je cours jusqu'à mon métro. Puis là, je peux stresser parce qu'il y a un contrôle dessus. Une fois que je suis dans le métro, je vais pas faire avancer le métro plus vite. Du coup, ça sert à rien de se surcharger en stress sur des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Là, s'il m'arrive de rendre un travail en retard, je vais stresser jusqu'à minuit parce que je dois le rendre à minuit. Et puis une fois qu'il est minuit 5 et que je vois que je suis en retard, là, tant pis, c'est pas grave. Ça sert à rien de stresser. J'ai 24 heures maintenant pour le rendre dans les temps, entre guillemets. Donc c'est ça me permettra de mieux le faire, de ne pas stresser. On s'entend qu'avec l'arrivée du deuxième enfant, la possibilité d'investissement en temps est différente, est un peu plus difficile. C'est sûr que j'aurais voulu peut-être mettre plus de temps. J'ai eu une bonne note, mais j'aurais pu avoir une note meilleure. Mais il est certain que j'ai dû mettre les efforts de temps que j'avais de disponibles et non les efforts de temps que j'aurais voulu avoir. Si j'avais une volonté d'aller faire du deuxième cycle, d'aller chercher une maîtrise, quoi que ce soit, c'est sûr que ça pourrait jouer à ma défaveur. Il manquerait peut-être quelques points pour être accepté à la maîtrise dans un domaine plus contingenté. Mais je me dis que pour l'instant, c'est de terminer mon bac. Par la suite, on verra la suite des choses. Moi, qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi, c'est qu'à tous les jours, je m'accorde une certaine période de temps pour ne rien faire. Simplement ne pas être en train de travailler, ne pas être en train d'étudier, ne pas être en train de faire des tâches de la maison ou en lien avec la parentalité, juste ne rien faire. Ça m'aide vraiment beaucoup à avoir ce moment-là dans la journée, à tous les jours. Cette technique-là était difficile à mettre en place parce qu'au début, je me disais qu'il fallait que tout le temps je sois productive, tout le temps que dès que j'avais un moment, je devais étudier, rédiger mon travail. Maintenant, je me rends compte que je suis plus productive quand j'ai la tête plus reposée, quand j'ai pris un moment pour moi. Quand j'essaie de tout contrôler, je vais m'épuiser plus facilement. Donc, je me suis rendu compte qu'en étant capable de déléguer certaines tâches ou encore en étant moins exigeante sur certains aspects ou certaines choses que je fais, je suis plus en forme, de meilleure humeur, mon état général est plus positif. Donc, lâcher prise m'aide à simplement avoir un équilibre psychologique au courant de l'année scolaire. Donc, vous voyez dans les témoignages, par rapport à ce qu'on appelle le fameux lâcher-prise, qui n'est pas le synonyme d'abandonner. Donc, plusieurs personnes confondent les deux, mais c'est vraiment, le lâcher-prise, c'est vraiment d'apprendre à distinguer ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et Claire en a donné un bel exemple. Du fait qu'une fois qu'elle est en retard, elle ne peut pas aller plus vite que le transport.
hein. Alors, donc, même si elle se stresserait pour ça, ça va la surcharger inutilement. Alors, on voit bien que il faut accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser, que ce soit maîtriser les éléments en dehors là, de notre environnement ou tout simplement maîtriser aussi la matière ou l'information qu'on reçoit dans les cours. On ne peut pas totalement maîtriser à 100% le contenu d'un cours également. Donc, ce que ça fait, c'est que ça surcharge de stress quand on s'attend sur des choses qu'on ne peut pas contrôler et c'est vraiment là, épuisant. Donc, ça vient gruger les réserves d'énergie à ce moment-là. Alors, surtout quand on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, c'est de se ramener vraiment sur ce qu'on peut vraiment maîtriser comme personne individuellement. Donc, il y a tout l'aspect de tolérer aussi, d'apprendre aussi à tolérer les inconforts et le stress en lien avec les situations justement qu'on ne peut pas contrôler. Donc, même si on n'est pas bien avec ça, donc il faut apprendre que ça fait partie justement des études universitaires également. Il y a aussi l'idée que on a effectivement entendu Sébastien sur ses attentes réalistes envers lui-même puis envers aussi son contexte. C'est-à-dire qu'il décrit bien qu'il se donne un objectif qui pour lui est réaliste plutôt que de vouloir atteindre c'est des notes qui sont supérieures à ce qu'il est capable vraiment d'obtenir avec toutes les autres responsabilités qu'il a. Alors, il vise vraiment quelque chose qui est plus accessible. À ce moment-là, il est plus, je pense qu'il est plus fier de lui comme ça. Il réussit et tant mieux s'il y a une note plus élevée. Il peut avoir une note plus basse des fois, mais ça va se rééquilibrer au bout du compte. Alors, vraiment, c'est de s'assurer que ce qu'on peut vraiment obtenir, puis de rester focalisé sur ça. Fait que ça, c'est un bel exemple. Au niveau de Paula aussi, par rapport à l'aspect du contrôle, on peut regarder aussi que, justement, quand elle cherche justement à ne plus contrôler tout, elle se sent beaucoup mieux. Donc, ça a un impact sur notre état psychologique. Donc, on est dans un état beaucoup plus positif à ce moment-là. Ensuite, bien, ça sera vraiment de ce qu'on appelle, nous, les psychologues, on dit sous le sens ça, orienter son action vers le processus plutôt que le résultat. C'est vraiment de s'attarder au comportement. Ce que vous pouvez contrôler, c'est les comportements que vous pouvez faire dans le quotidien, dans l'immédiat. Donc, vous pouvez vous mettre à étudier, vous pouvez faire votre lecture, mais vous n'avez pas le contrôle sur le résultat éventuellement quand vous serez à l'examen. Alors, c'est vraiment de vous ramener vraiment sur les actions précises que vous pouvez faire pour essayer d'obtenir les meilleures notes que vous pouvez. Par rapport au fait de prendre soin de soi, comment les étudiants prennent soin de soi? Bien, c'est de se réserver du temps, effectivement, pour soi. On voit qu'il y a quand même Paula qui nous raconte que quand ça ne va pas ou quand elle n'arrive pas à faire sa tâche, bien, elle se permet de faire des activités plaisantes, de décrocher sur d'autres choses. Donc, ça, c'est un élément important. Donc, on va essayer aussi de demander de l'aide. On voit aussi que dans les témoignages, Paula, d'ailleurs, elle reçoit quand même bien l'aide. Donc, c'est important d'aller chercher et aussi d'accepter l'aide qu'on peut avoir de l'entourage. Donc, ça, c'est un élément vraiment important de bienveillance et respecter vraiment ses limites en se donnant une marge de manœuvre sur les différentes sphères qu'on peut influencer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut changer dans une sphère, qu'est-ce que je peux, comment je peux investir différemment, peut-être moins dans certaines zones parce que je veux prioriser une autre. Donc, ça, c'est vraiment des comportements où on essaie de prendre soin de soi, de faire attention à soi, ce qui va nous faire en sorte de nous conserver notre énergie. Donc maintenant, on va passer peut-être plus du côté qu'est-ce qui se passe quand on a étiré l'élastique un petit peu trop loin. Alors, qu'est-ce qui se passe pour soi, dans le fond, quand on est allé un petit peu trop loin dans ses réserves? Bien, il y a des moments où on veut travailler jusqu'à trop tard parce qu'on a un examen et qu'on n'a pas assez étudié. Et que on veut vraiment tenir jusqu'au bout et on va jusqu'aux dernières limites du corps. Puis des fois ça transparaît même sur notre esprit, on devient beaucoup plus irritable, on devient beaucoup plus sensible et c'est un moment où c'est un peu une sonnette d'alarme. Ok, c'est pas normal que je me mette à pleurer pour ça là, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut se dire ok, peut-être qu'il y aura une partie de mon cours que j'aurais pas apprise le mieux possible, mais je préfère avoir ça et être dans de bonnes conditions pour mon examen que avoir dormi 3 heures,
me réveiller en retard, arriver à mon examen complètement en stress et finalement pour pas avoir tant retenu ce que j'ai appris parce que j'étais super fatiguée. Je pense qu'il y a un moment, il faut prioriser, écouter son corps en fait. Je deviens impatient d'une certaine manière, une certaine impatience face, ça peut être face aux enfants, à la conjointe, au travail également, la fatigue, les oublis. Tu te mets à oublier tes clés, tu te mets à oublier ta carte d'employé, tu te mets à oublier des choses. Donc, c'est d'essayer de lever le pied, de savoir qu'on ne peut pas être obligé d'être performant dans tout. C'est certain qu'au niveau des avancées professionnelles, ça a pu mettre un froid. À quelque part, je me suis dit, mais tant pis. Je me rends compte que j'ai dépassé mes limites quand je commence à devenir un petit peu impatiente avec les enfants. Lorsque je suis devant mon ordinateur et ça fait 10 fois que j'essaye de lire la même page ou de rédiger la même phrase, à ces moments-là, avec le temps, j'ai appris à me dire, OK, il faut que je mette une pause dans tout ce que je fais et je vais prendre souvent la journée entière pour soit passer du temps avec mes enfants, soit faire une activité qui me plaît. Alors, on vient d'entendre nos 3 étudiants qui ont des signes qui se ressemblent, en fait. Hein? On voit que l'irritabilité est un signe assez fréquent, l'impatience aussi avec les enfants ou les collègues. Donc, on a chacun nos signes qu'on peut détecter, mais encore faut-il être vigilant, être à l'affût de ça. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est de ne pas se rendre trop loin, de ne pas étirer l'élastique trop loin parce qu'après, effectivement, il y a un risque d'épuisement et c'est plus long, plus difficile pour retrouver notre état habituel. Donc, on va viser la prévention. Et puis, la prévention se fait comment? Bien, elle se fait par l'auto-observation. Et puis, elle se fait également par l'application des diverses stratégies dont on a fait mention au cours du webinaire. Donc, les dernières dont Marie-Ève parlait, notamment, sont très importantes. La bienveillance, le lâcher-prise, parce qu'effectivement, on ne peut pas tout contrôler. Faut un peu s'imaginer qu'on est un peu comme un jongleur. Qui apprend à jongler. Donc, il y a déjà comme une espèce de déséquilibre inhérent à la situation de surcharge, de conciliation. Donc, la clé, c'est comme de se donner le temps, de s'autoriser à trouver nos moyens de nous ajuster, de devenir plus agile dans ce nouveau mode de vie. Et puis, apprendre à mieux comme anticiper les pertes d'énergie et puis apprendre à prendre soin de soi également à travers toute cette période de temps-là où on est en surcharge. Donc, la plupart des étudiants, quand même, l'ont dit, ça arrive fréquemment. C'est quand même quelque chose, surtout dans les périodes d'examen. Il y a des moments clés où, effectivement, il y a une augmentation du stress. C'est certain que si ça arrive trop fréquemment, il faut se questionner sur notre rapport au stress. Faut peut-être revoir nos priorités. Si ça arrive trop longtemps également, si on voit que c'est un état de stress et de fatigue qui va se prolonger dans le temps, c'est important là, de prendre un pas de recul, de revoir un peu ses priorités, de réfléchir, de prendre le pouls de la situation, voir de quoi on a besoin. Et puis, essayer de voir là, si on ne peut pas faire des concessions, faire des compromis, revoir nos stratégies. Très important. Donc, en fait, on vous encourage régulièrement à prendre le pouls, à vous arrêter puis de voir, bon, est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Est-ce qu'il ne faut pas exprimer certains besoins à notre entourage, à notre employeur, nos enseignants, les personnes avec qui on partage notre vie pour trouver des solutions qui vont garantir notre bien-être là, à plus long terme. Et puis, c'est certain que si nos difficultés, nos symptômes, donc ici, on peut voir la liste là, des symptômes qui se partagent en plusieurs catégories. Donc, il y a des symptômes, par exemple, cognitifs, perte de concentration qui va être plus durable. Ça peut être également là, des symptômes plus affectifs comme un niveau d'émotion là, difficile, d'anxiété, par exemple, d'irritabilité, si ça devient un petit peu trop intense. Il y a les symptômes physiques également, la fatigue, par exemple, ou les troubles du sommeil qui vont se devenir un peu plus récurrents. Puis également certains comportements qui doivent un peu nous alarmer, comme le désengagement, la procrastination. L'évitement. Donc, c'est vraiment lorsqu'on a ces 3
disons, critères d'augmentation de la fréquence, de la durée, de l'intensité où on doit un petit peu plus s'inquiéter. Et puis, en parler autour de nous, chercher peut-être à consulter. Vous avez différents services à l'université qui peuvent vraiment vous aider à évaluer votre état, puis de voir s'il n'y a pas des solutions. Si c'est vraiment des symptômes plus ponctuels dans des périodes, disons, plus passagères, bien, c'est important de ne pas s'alarmer, on l'a dit. Il faut apprendre à tolérer aussi un certain niveau de stress, un certain niveau de fatigue, et plus vous allez être capable d'accepter un peu ces choses-là, ces états-là qui sont passagers, bien, plus ça va vous permettre là, d'avancer, de glisser à travers les études de manière plus souple. Alors, je pense que ça va être vraiment le temps de conclure notre webinaire. Je vais laisser Marie-Ève faire le point, faire un petit bilan de la séance d'aujourd'hui. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'était de vous donner, à travers des témoignages d'étudiants, différentes stratégies que vous pourriez mettre en œuvre dans votre vie pour mieux concilier. Ceci étant dit, c'est pas, on est avec des personnes, on vous a présenté des personnes qui sont quand même assez motivées, dont les objectifs sont très clairs, qui arrivent quand même assez bien à concilier. C'est pas nécessairement, on veut pas nécessairement que vous fassiez totalement, intégralement comme Claire, Paula ou Sébastien, mais c'est vraiment d'aller peut-être chercher chez Claire quelle stratégie vous pourriez mettre en place dans votre réalité. Donc, c'est vraiment important de tenir compte de votre contexte à vous, comme Sébastien nous le dit aussi. Qu'est-ce que j'ai, moi, dans mes sphères de vie? J'ai des enfants, j'ai une conjointe, j'ai un travail qui est quand même assez demandant. Donc, il faut que je puisse être réaliste à travers tout ça. Fait que c'est important vraiment d'aller chercher les stratégies, vous, qui collent à votre réalité et non pas nécessairement de calquer quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est bien important de comprendre parce que là, c'est sûr que ça va nous stresser davantage. Donc, en bref, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est important, justement, de diminuer ces exigences personnelles. Je pense que les trois personnes nous parlent de ça assez clairement. Ajuster aussi son niveau d'investissement dans chacune des sphères de vie. Des fois, il faut réajuster. On ne peut pas tout faire à 100 % dans toutes les sphères. Donc, des fois, on va être à 70 dans une, puis un petit peu plus dans l'autre. Mais c'est important justement, de pouvoir se réajuster, de trouver du soutien social et aussi du soutien technologique. Donc, d'aller chercher des plateformes, des outils de synchronisation. Ça peut aider au niveau de la conciliation et surtout, se donner la permission de faire les ajustements nécessaires. Donc, tant ou aussi longtemps qu'on ne se permet pas, c'est difficile de mettre des bonnes stratégies en place. Donc, c'est, je vous dirais, le facteur, disons, numéro 1 ou la stratégie numéro 1 qui est important à considérer pour que tout le reste puisse s'activer ou s'enclencher. Donc, on va vous laisser aussi quelques ressources qui existent sur le campus par rapport à l'aide au niveau de la conciliation. On parle entre autres des initiatives des services aux étudiants. Il y a le programme études de famille, de l'action humanitaire et communautaire. Donc, ils ont également une page Facebook. Ce sont des parents étudiants qui se rassemblent ensemble pour trouver différentes stratégies pour essayer de mieux, effectivement, concilier les différentes sphères. Donc, si vous êtes un parent étudiant, vous vous sentez surchargé, surmené, donc ça serait peut-être important d'aller visiter à tout le moins leur site web. Nous avons inscrit le site web à l'écran. Vous le voyez juste au-dessous du programme Études famille. Ensuite, il y a les ateliers du César, donc différents ateliers, notamment au niveau du soutien à l'apprentissage. Si vous voulez vous outiller davantage sur la gestion de temps, les techniques de gestion du temps ou tout simplement de vos méthodes d'études. Donc, on a une série d'ateliers qu'on offre surtout en début de session. Donc, allez voir notre programmation sur notre site web. Et on a aussi des ateliers du CSCP également, des ateliers de groupe qui portent sur différents thèmes comme l'alimentation, la posture, des groupes de pleine conscience ou de présence attentive. Donc, c'est intéressant pour les étudiants. Donc, il y a une panoplie d'initiatives et de services que vous pouvez bénéficier. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les différents sites web là, qui sont mentionnés à l'écran.
Vous pouvez toujours aussi nous joindre là aux coordonnées que vous voyez à l'écran. Nous sommes situés au 2101 boulevard Édouard-Montpetit, deuxième et troisième étage. Donc, le César se trouve au troisième étage. Vous n'hésitez pas à venir nous voir, nous rencontrer si jamais vous avez besoin de consultations aussi individuelles. Il y a des différents professionnels qui peuvent vous rencontrer aussi individuellement. Donc, ça sera tout pour ce webinaire. On vous remercie, moi et ma collègue, d'avoir assisté à ce webinaire. Si vous avez des questions, nous sommes présentes encore pour une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions et ça nous fera plaisir de clavarder avec vous. Merci.